Bonjour à tous, bienvenue. Alors merci à tous d'avoir bravé. On sait que les conditions à la fois météorologiques, ferroviaires et autres ne sont pas simples ces jours-ci. Donc merci à tous d'être là. Merci aussi à ceux qui nous suivent de loin, qui vont intervenir d'ailleurs. D'ailleurs, cette journée est un petit voyage, vous allez le voir. C'est un voyage plein d'ouverture, de propositions. Donc je remercie en premier lieu, évidemment, la Cité du Vin pour l'organisation de ce colloque qui va célébrer les 10 ans de son existence et tous ses projets. Je commence par des remerciements, mais vous verrez, ils sont très sincères. D'abord à l'Organisation internationale de la vigne et du vin, l'OIV, Itervitis, qui est présente, qu'on entendra à plusieurs reprises aujourd'hui, l'ANEV, l'Association nationale des élus de la vigne et du vin, qui a soutenu ce colloque avec la REV, l'Assemblée régionale des régions européennes viticoles, que je tiens à remercier très sincèrement. En ouverture de ce colloque, je donne tout de suite la parole à Sylvie Caz et ensuite on va faire des petites pastilles pour vous montrer notre thématique qui commence par une question. Une question que vous avez vue affichée tout à l'heure: le vin a-t-il un avenir sans culture ? Et vous verrez, la question n'est pas banale, elle est réelle, elle est dans la vie de chacun de vous et de nous. Sans tarder, je passe la parole à Sylvie Caz, présidente de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. Là, vous avez le choix. Merci. Je disais qu'ayant été prof dans une autre vie, j'aime bien être debout pour parler. C'est une vieille habitude. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les directeurs généraux, chers amis, je vais en oublier, donc je ne cite personne. Je voudrais vous dire d'abord un très très grand merci pour être, au nom de toute l'équipe de la Cité du Vin, pour être avec nous aujourd'hui pour cet événement, qui est un événement très fort et qui nous touche beaucoup. Ça nous touche beaucoup, pourquoi ? Parce que c'est très émouvant pour nous tous, parce que l'aventure a commencé en 2008. Vous voyez, c'était pas d'hier. Mais ça fait maintenant 10 ans que la Cité du Vin a ouvert ses portes. Et bon nombre de ceux qui sont dans la salle ce soir et qui travaillent à la Cité du Vin étaient là à cette époque-là. Monsieur le Président, mais beaucoup d'autres. Et nous avons été entourés à l'époque de beaucoup de gens qui ont parrainé, qui ont sur le berceau cette Cité du Vin, et pas seulement des Bordelais, mais des gens de partout. Et nous en étions vraiment, à l'époque, très reconnaissants. Et tout ça, donc, ça a pris un peu de temps, mais ça fait 10 ans. Et il y a 10 ans, nous avons inauguré le 1er juin 2016 cette Cité du Vin. C'était il y a 10 ans, c'était une vision d'Alain Juppé à l'époque et de certains membres de la filière qui, contre vents et marées, se sont mobilisés, se sont bougés pour faire que cette cité voie le jour. Et puis cette inauguration, un grand moment. Depuis, ce sont 3,5 millions de visiteurs, une architecture emblématique que tout le monde connaît maintenant en France, et pas seulement en France, mais dans le monde. Ce sont des milliers d'ateliers, ce sont 365 000 bouteilles dégustées qui nous ont été offertes par nos partenaires, qui sont nos partenaires français, mais également du monde entier, puisque nous avons des partenariats avec une 50aine de régions. Ce sont 750 événements culturels, 10 expositions artistiques. Vous vous souvenez de Bistro, vous vous souvenez de Picasso, beaucoup de choses. Et puis, un renouvellement de l'exposition permanente et un parcours sensoriel, via Sensoria, qui se renouvelle maintenant depuis 3 ans, et 3500 événements d'entreprise. Et tout ça grâce à 150 mécènes. Donc les mécènes, aujourd'hui, je pense qu'une nouvelle fois, on peut les remercier 1000 fois. Je suis sûre qu'il y en a dans la salle. En tout cas, on peut les remercier infiniment pour nous avoir permis de transmettre cette culture. Alors, oui, voilà, on peut les applaudir. Merci. Alors, j'ai fait comme tout le monde, j'ai tapé sur le bouton. Et culture, qu'est-ce que je lis ? L'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions et des coutumes propres à un groupe humain, transmises socialement et conditionnant les comportements individuels. Bon, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, ça l'est pas tant que ça.
Ce sont donc l'ensemble de ces connaissances qui sont transmises de génération en génération. Elles se composent d'apprentissage, de médias, de technologies, de socialisation. Et tout ça dans le but de quoi? La culture, ça sert à quoi? Ça sert à la cohésion sociale, à l'orientation, à l'adaptation, et cela définit l'identité d'une société. Ça nous laisse rêveurs quand même. C'est important. Cette évolution, bien sûr, elle n'est pas figée. Elle se transforme par l'innovation, les contacts interculturels, les migrations, les changements technologiques. La culture est matérielle ou immatérielle. Elle se transmet socialement et se renouvelle constamment. C'est pour ça qu'on est là. Elle a un rôle central dans la construction de l'identité individuelle et collective. Voilà, c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça que je vous remercie à tous. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que la culture, on est dans un mouvement. Ce mouvement, il a démarré en 2008 et aujourd'hui, il est là. Enfin non, il a démarré il y a 8000 ans. Il y a 8000 ans, avec les premiers vins. Ouais, oui. Sinon avant, d'ailleurs, parce que ça, on n'est pas très sûr. Mais vous nous le direz, je suis sûre que... Moi, ce qui me fascine, aujourd'hui, c'est la diversité des intervenants, la diversité des sujets qui vont être traités. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse de ce que portent nos cités du vin, nous avons également la cité de Bourgogne qui est ici aujourd'hui, ce que portent nos cités du vin, c'est-à-dire cette mission de transmission au plus grand nombre de tous les savoirs liés au vin qui nous permettent de définir notre culture et de définir notre société. Je voudrais juste rappeler, pour finir, une petite anecdote. C'était il y a 13 ans. Nous étions à New York avec Alain Juppé, avec une délégation. Et les Américains avaient eu l'idée d'organiser aux Nations Unies une rencontre pour parler de la Cité du vin à venir. Donc l'idée, c'était de rassembler le maximum d'ambassadeurs, de gens qui seraient concernés par cette culture du vin. Et on a eu une manifestation incroyable, Nations Unies à New York, vous imaginez, enfin, c'était formidable. Et ce jour-là, depuis ce jour-là, on nous a dit qu'en fait, c'était la Cité du vin ou les cités du vin devaient être les United Nations of Wine. Et je pense que c'est vraiment pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour continuer à défendre, à promouvoir, à transmettre cette culture du vin. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, Bernard Farge, vous... Merci beaucoup. Vous souhaitez rester... Ah ouais, si vous piquez les téléphones, alors... vous souhaitez rester assise ou vous voulez debout? Non, mais venez. On a besoin de l'énergie du début de journée. Donc, merci beaucoup. Je vous laisse le micro. Bernard Farge. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cher John, merci de nous avoir tous rejoints. Sylvie a déjà dit pas mal de choses. Quelle aventure de se retrouver ici. Et l'aventure continue évidemment pour parler du vin. Mais quelle aventure que la Cité du vin depuis 2008 et puis des projets précédents. Mais il y a 10 ans ici, lorsqu'on nous avons fait des discours devant le président de la République, devant la Juppé bien sûr, devant tous les partenaires, évidemment les mécènes, nous n'étions pas dans un moment que nous vivons aujourd'hui avec, entre 2016 et 2025, un affaissement de la transmission de la culture du vin et de la consommation du vin que l'on voit partout en France. La tendance était déjà pas terrible, mais quand même depuis 10 ans, on a ce vrai sujet. Donc on a besoin de transmettre, et la culture nous aide à transmettre les valeurs du vin, mais le vin c'est le plaisir, c'est la convivialité, et c'est aussi une part pour tous ceux qui sont attachés à l'hédonisme, de nourriture, je dirais, de nourriture culturelle. Donc on a besoin d'insister beaucoup pour aller chercher ces nouveaux consommateurs qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas le produit. Et donc on a besoin de transmettre à travers tous les éléments culturels. Et puis j'imagine que tout au long de la journée, on aura ces différents points sur les liens entre culture et vin. Mais cette culture du vin, cette soif de culture, il faut absolument que nous puissions travailler sur cette transmission du vin qui c'est
largement interrompu depuis 15 ans, ou qui a largement diminué, qui s'est beaucoup affaissé. Donc, merci à vous tous de participer à cette transmission et à tout ce qui va nous permettre d'aller conquérir nos nouveaux consommateurs et les consommateurs de demain. Je vous remercie. On va parler des dessins qui vont apparaître à cet écran dans un instant. Avant, j'ai le plaisir de donner la parole à Jérôme Sourisseau, vice-président de l'Association nationale des élus de la vigne et du vin, pour un mot d'introduction. Merci, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être présent ici pour représenter l'Association nationale des élus de la vigne et du vin. Juste un petit mot, puisque c'est très frustrant finalement quand on voit la question de ne faire juste quelques mots d'introduction. Mais voilà, juste me présenter, je suis viticulteur dans le Cognac, vice-président de l'association des savoir-faire du Cognac et de l'agglomération de Grand Cognac. Je dis ça parce que ça va expliquer très rapidement mon propos introductif. Puisqu'il y a le vin, et puis parfois le vin on en fait quelque chose de plus, on le distille et ça devient le cognac. Et c'est vrai qu'on a toujours une petite place à part, le cognac, particulièrement notamment à la Cité du Vin de Bordeaux. Ce cognac, il est à la fois à 100 km, mais à la fois dans un monde entre les deux, comme une poursuite du vin. Et du coup, sur la démarche culturelle, c'est quelque chose qui est complètement différent du vin, complémentaire, je dirais. Et c'est ça que je voulais un petit peu souligner. Notamment, particulièrement, parce que dans le domaine du cognac, le contenant, l'histoire, son approche globale est intimement liée à la culture. Et c'est en ce sens que ça nous paraissait important d'être présent évidemment parmi vous aujourd'hui et de l'illustrer. Je l'illustrais à travers un certain nombre de choses. Le cognac, par exemple, quand les maisons veulent communiquer pour faire la promotion de leurs produits, c'est souvent lié à la musique. Si les derniers films promotionnels aux États-Unis, c'est associé au rap, au monde de la nuit, à la musique afro-américaine, à ces nouvelles tendances musicales, alors nouvelles qui ont déjà quelques dizaines d'années, mais c'est associé à ça. Mais par contre, quand on va en Chine, ça va être associé à une égérie de musique classique. Donc le cognac est associé à un art, à une culture dans le domaine musical. C'est évidemment une culture architecturale, puisque le cognac nécessite un vieillissement très long, puisqu'on a des cognacs qu'on va garder 50 ans, 60 ans en fût. Et donc on a dû construire des chais très opérationnels depuis plus de 300 ans, et donc qui s'inscrivent dans un paysage et qu'on façonne un paysage. Donc là encore, il y a une démarche culturelle au sens paysager, au sens architectural qui ressort. C'est également aussi sur plus la réflexion, puisque ce cognac qui est parti dans le monde entier de façon très conséquente, puisque depuis qu'il est né, il se vend dans le monde entier, a amené une culture locale très ouverte sur le monde, mais déjà depuis le début du XVIIIe siècle. Et c'est comme ça que cette région de Cognac a été, par exemple, il y avait plus de protestants que de catholiques. Parce qu'il y avait cette ouverture au monde, cette compréhension de la géopolitique du monde, la compréhension des nouvelles idées, d'une nouvelle façon d'aborder les choses. Et ça a façonné une culture très importante qui a façonné un territoire et une forme d'humanité locale, très modestement. Ça a amené à avoir un président de la République dont une de ses phrases qui illustrait complètement sa démarche, c'est qu'il fallait donner du temps au temps. Il était issu du cognac, et le cognac, c'est un produit du temps, où le temps est le seul moyen d'avoir un produit de qualité, et plus on attend, plus il est de qualité. Et lui qui était né dans cette région de Cognac, où on sait qu'il faut donner du temps, on dit, et là aussi, ça contribue à cette approche culturelle, qu'un viticulteur dans le Cognac vend ce qu'a fait son père et prépare ce que vendra son fils. Donc évidemment, la notion du temps, la notion des choses, l'approche humaniste de l'être humain et de sa présence sur la Terre est différente. Et donc quelque part, c'est tout un environnement culturel qui est façonné et qui est différent par rapport à ça. Alors évidemment, on a aussi un ensemble d'événements qui sont liés culturellement, la fête du Cognac, un son et lumière sur la fabuleuse histoire du Cognac, tous ces événements-là, tout ça, je voulais le dire parce que la réponse à la question, pour moi, elle est non. Il n'y a pas d'avenir sans culture. Et dans le Cognac, d'ailleurs, c'est intimement lié. La démarche de l'Association des savoir-faire du Cognac est dedans. Un autre aspect aussi, c'est que de tout temps, contrairement à certains vignobles où le contenant est identitaire du contenu, la bordelaise, c'est une bordelaise, et ça sera toujours une bordelaise, le champagne, etc. Eh bien, le Cognac
a dû à chaque fois adapter son contenant au contenu et a toujours accordé autant d'importance quasiment au contenant qu'au contenu. Et donc, on a toute une forme artistique qui s'est développée autour du cognac, sur des formes de bouteilles, travail de cristal, travail de verre de moins bonne qualité, sur des process artistiques et donc quelque part culturels qui se sont mis en œuvre pour sublimer encore le contenu qui était à l'intérieur. Donc nous, voilà, si je prends l'illustration, et c'était, je pensais un peu le sens à travers de mon témoignage ce matin, pour dire qu'effectivement, à mon sens, nous le vivons particulièrement comme les autres vins, bien entendu, mais peut-être d'une façon encore un peu différente par le process et son histoire au cognac. Et puis je dirais aussi que si de toute façon le vin n'est pas un bien culturel, je crains, dans le monde actuel tel qu'il bouge, qu'il soit extrêmement fragilisé pour longtemps. Il faut imaginer que dans 10-15 ans, il suffira de téléphoner, d'appuyer sur son smartphone pour demander une boisson qui a le goût de ce qu'on veut, du cognac, du Bordeaux ou du Red Bull ou je ne sais quoi, avec ou sans alcool, à 10 degrés, à 5, à 3, à 22, à 40, etc. Qu'est-ce qui nous différenciera de ça, où en plus ça sera livré à la maison au moment de l'apéritif où on est avec les amis? La seule distinction, ça sera l'approche culturelle, humaine, multiséculaire. Et si on n'est pas à 200% dans cette démarche-là, je pense, avec ces tendances hygiénistes, de nouveaux modes de consommation, bref, je pense que tout ça sera abordé aujourd'hui, si on n'est pas dans cette tendance-là, je crains qu'on soit en grande difficulté et qu'on finisse pour le coup uniquement comme un objet de musée. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a déjà 3 ou 4 points sur lesquels on a très envie de rebondir, mais je donne d'abord la parole à Maëlys Descazeaux, directrice régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Très heureuse d'être présente aujourd'hui autour de cette question le vin a-t-il un avenir sans la culture? Et donc, en ce qui me concerne, je parle depuis les services du ministère de la Culture ici en Nouvelle-Aquitaine, et en lisant le titre de ce colloque anniversaire, je me suis demandé à quel point la question était incongrue, puisqu'il est une évidence pour tout le monde que le vin et sa filière viticole et ses filières viticoles et la culture sont deux marqueurs de l'identité française, sont deux marqueurs de sa construction et de sa visibilité à l'international. Et c'est un fait qu'aujourd'hui, finalement, à l'étranger, les deux se superposent complètement. La question peut être de se dire comment est-ce que ce binôme fonctionne aujourd'hui? Est-ce qu'il est toujours aussi dynamique? Est-ce qu'il a toujours cette réalité de superposition? Je crois qu'on a plusieurs types de réponses à apporter d'emblée sans attendre les développements que vous pourrez y apporter tout au long de la journée. D'abord en considérant ce magnifique bâtiment dont on fête l'anniversaire aujourd'hui et le travail remarquable d'Anouk Legendre et Nicolas Desmazières qui, ça a été dit en introduction, marquent le paysage bordelais d'une façon qui est désormais indélébile. Leur travail autour du contenu et du contenant a permis que soit abritée ici une offre culturelle foisonnante, ça a été dit aussi, et une offre culturelle foisonnante qui a rencontré un succès incroyable. Et ça n'est pas toujours le cas de l'offre culturelle, malheureusement. Ce qui est bien le signe que pour l'ensemble des touristes français, l'ensemble des touristes étrangers, les deux, culture et vin, sont intimement liés. On pourrait répondre à la question aussi en évoquant l'ensemble des grands noms d'architecture qui maillent le vignoble bordelais. Alors pas seulement un président, mais qui maillent notamment le vignoble bordelais. Je ne vais pas tous les citer, vous le savez, c'est exceptionnel et en fait, c'est unique au monde. On pourrait aussi parler, dans ce vignoble bordelais, par exemple, mais pas seulement encore, hein, Monsieur le Président, on pourrait parler aussi de ce que ces grands noms ont fait. Ils ont produit, ils ont créé, ils ont conçu des chais qui abritent l'activité viticole, mais qui abritent aussi une offre culturelle riche, diverses, de spectacles vivants, d'art visuel, de concerts. Bref, toujours le contenu et le contenant, le vin et la culture. Et puis pour répondre à la question, on pourrait parler des pièces de théâtre que l'on apprécie uniquement si on a pris un peu de vin avant. On va aussi se le dire. En fait, la question pourrait être de savoir, est-ce que la culture a un avenir sans le vin?
Eh ben, je crois que c'est important que peut-être vous puissiez inverser la question aujourd'hui au cours de vos travaux. Dans tous les cas, je me réjouis que vous puissiez les aborder toutes. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Nous avons déjà une piste d'interprétation du spectacle vivant par la directrice régionale. Merci beaucoup. Alors, il me reste qu'à donner la parole à John Becker, directeur général de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Lui aussi, si vous voulez, le pupitre donne une énergie. Merci et bonjour à tous et à toutes. J'ai besoin de mes lunettes. Au nom de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, l'OIV, je suis ravi d'être ici à Bordeaux aujourd'hui. Bordeaux, c'est une ville incontournable du vin. C'était ici que le premier congrès mondial du vin, je peux lire mon écrit. Oui, c'était ici que le premier congrès mondial du vin s'est tenu il y a 98 ans et où l'idée de créer une définition internationale du vin a été proposée à l'OIV. C'était très important. Bon, je suis ravi de célébrer le 10e anniversaire de la Cité du Vin, qui a un atout incroyable pour le secteur vitivinicole dans le monde entier. Un phare pour la culture mondiale du vin. Et également pour participer à cette colloque qui me pose une question très importante. Le vin a-t-il un avenir sans culture? Pour moi, la réponse est simple. La culture est ce qui différencie le vin des autres produits. Le vin et les spiritueuses du vin. La culture est là où réside la valeur primaire du vin. Une culture du vin dynamique et globale, c'est la clé de l'avenir. C'est pourquoi l'OIV renouvelle son propre engagement sur la dimension culturelle de la vigne et du vin. Beaucoup d'entre vous connaissent l'OIV, fondée en 1980 en tant qu'organisation internationale de référence pour le secteur vitivinicole. Nous réunissons des gouvernements et des experts de 51 pays pour partager des informations, promouvoir la recherche et formuler des recommandations sur les principales questions scientifiques et techniques auxquelles le secteur est confronté. Et c'est pas très connu, mais dans le traité international qui a établi l'OIV, nous avons une mission spécifique de contribuer à la promotion et à la reconnaissance du patrimoine mondial de la vigne et du vin et de ses aspects historiques, culturels, humains, sociaux et environnementaux. Bon, il y a des raisons particulièrement fortes de mettre un accent sur le sujet de la culture du vin à l'heure actuelle. Notre secteur fait face à une transformation accélérée des habitudes et préférences de consommation parallèlement à une transformation sociétale plus large. Ces transformations soulèvent des questions sur la culture du vin et de la vigne. Comment pouvons-nous concilier un patrimoine riche et diversifié de traditions et de pratiques avec la nécessité d'engager de nouveaux consommateurs dont les contextes et les références culturelles sont tout à fait différents. Depuis des milliers d'années, un vaste répertoire d'histoires, de festivals, de recettes, de chansons, de danse, d'œuvres d'art, de savoir-faire, d'architecture, des paysages et bien plus encore, s'est accumulé autour de la vigne et de ses produits. C'est un répertoire dynamique et vivant qui s'étend à travers le monde, même la Nouvelle-Zélande. Comment reconnaissons-nous la réserve collective de connaissances et de valeurs qui résident dans tous ces éléments culturels? Comment transmettons-nous cela d'une manière qui soit pertinente
pour de nouveaux publics. Il existe de nombreuses grandes initiatives dans les régions viticoles du monde entier qui communiquent très puissamment le patrimoine culturel du vin. En ce moment, nous sommes dans l'un des les exemples les plus impressionnants et inspirants, la Cité du vin. Au sein de l'OIV, nous réfléchissons nous-mêmes à notre rôle en tant qu'organisation intergouvernementale, internationale, pour conceptualiser et reconnaître la valeur culturelle du vin au niveau international. Il y a un réel besoin de pouvoir parler au niveau international de toute l'histoire du vin, la valeur culturelle, la contribution au développement régional dans le cadre d'une consommation modérée. Nous devons le faire de manière concrète, factuelle, et nous appuyons sur la science et les preuves. Nous avons commencé à travailler avec énergie, avec beaucoup des experts qui sont ici aujourd'hui, sur ce sujet essentiel dans l'OIV, et j'espère que l'OIV aura un rôle majeur dans la reconnaissance de la culture du vin et de la vigne au niveau international dans le futur. Je voudrais conclure avec mes chaleureuses félicitations aux organisateurs pour cet événement extrêmement précieux. J'attends avec impatience les interventions des excellents intervenants dans les discussions, les excellents intervenants et les conversations très animées qui suivent. Une culture viticole évolutive, inclusive et mondiale, c'est la clé de l'avenir. Et je suis certain que nous verrons cela reflété dans les discussions aujourd'hui. Et je crois aussi que Bordeaux peut jouer un rôle important sur cette question parce qu'elle en a tous les atouts, la force de son image dans le monde, la richesse de sa culture, sa capacité à innover et son rôle historique dans les sciences de la vigne et du vin. Bravo pour ce colloque et tous mes vœux de succès. Merci. Alors, je profite de cette transition pour saluer le coup de crayon que nous voyons affiché de temps en temps. Il est dans la cabine et il peut peut-être nous faire un signe. Je remercie Urbs. Voilà, merci beaucoup. Vous avez peut-être reconnu non seulement le coup de crayon, le Canard enchaîné, Sud-Ouest et tant d'autres, mais aussi la mauvaise réputation, la librairie pour les Bordelais parmi nous, à laquelle vous pouvez le rencontrer. Aujourd'hui, il est discret, il est là-bas parce qu'il est au travail et donc vous allez être esquissé de temps en temps. Vous allez reconnaître des visages et des thèmes. Et donc les dessins, on le remercie pour les dessins qui vont défiler derrière nous. Alors, je remercie pour ces propos introductifs. Merci beaucoup à tous les quatre. Et vous restez avec nous parce que vous avez lancé les 4 pistes qui vont nous occuper toute la journée. Peut-être que nous pourrions en fait se connecter sans tarder avec Pascaline Lepelletier. Alors Pascaline, elle est philosophe, elle voulait d'ailleurs être professeure d'université dans sa jeunesse, et puis finalement nous avons la première femme sommelière, meilleure ouvrier de France et meilleure sommelière de France, et en même temps philosophe, qui va nous faire entrer par une voie à la fois très culturelle et très viticole dans les sujets de la journée. Alors peut-être qu'on peut lancer tout de suite et puis on va rebondir derrière. Est-ce que la régie est prête ? Super, merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, veuillez m'excuser de ne pas être en personne avec vous aujourd'hui dans cette magnifique cité du vin pour une journée de réflexion et d'échange qui s'annonce incroyablement stimulante. Je pense à un endroit extrêmement symbolique et important pour discuter des piliers de la civilisation humaine, le vin et la culture, qui aujourd'hui vont être le sujet de cette magnifique journée. Je remercie vraiment sincèrement l'équipe de la Cité du Vin de m'avoir donné la parole, même à distance, et je prends cet honneur avec beaucoup de responsabilité. C'est la première fois que je dois ouvrir un colloque, donc je me suis permis aussi de
d'écrire mon texte. Donc, pardonnez-moi de commencer à le lire à partir de maintenant. Voilà. Alors, j'ai été généreusement présentée comme philosophe. En fait, je suis vraiment une ancienne étudiante de philosophie et je vais vous parler aujourd'hui du point de vue en fait que j'occupe activement depuis une vingtaine d'années, sommelière, et plus précisément une sommelière expatriée à New York. C'est là où j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, ville à la croisée du vin, de la culture et de l'avenir s'il en est. Alors, pourquoi pour moi cette journée de réflexion sur le thème le vin a-t-il un avenir sans culture est-elle si importante? Car nous sommes à un moment où la culture et le vin sont en réel danger, en tout cas dans le pays où j'exerce. Il n'est pas une journée depuis un an maintenant où les médias nous relaient des attaques directes sur la culture et sur les cultures. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les actions prises au plus haut sommet de l'État américain pour reprendre la main sur le système éducatif et culturel. Fermeture programmée du département de l'éducation, censure des programmes scolaires, révision des politiques culturelles, coupe budgétaire des départements de recherche et des médias publics, prise de contrôle et de la programmation d'institutions. C'est une véritable guerre culturelle qui se joue en ce moment aux États-Unis. Et je le vis de premier front. Et ce n'est pas seulement la culture avec un grand C qui est attaquée, ce sont les cultures, dans toute leur pluralité, avec la suppression des initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion et la mise en place d'une politique migratoire extrêmement agressive. Le vin n'est pas en reste, en tout cas ici, et il est bel et bien pour moi aussi en danger. Alors il est en danger dans ses conditions de production même d'abord. Les extrêmes climatiques ont bouleversé la viticulture du premier état viticole américain, la Californie, avec des problèmes de sécheresse, de feux récurrents. Alors que l'eau se privatise, l'accès devient extrêmement compliqué, les assurances, elles, deviennent absolument hors de prix. En plan physiologique, des prédateurs, des maladies inconnues ou contenues jusque-là réapparaissent, se répandent plus rapidement que jamais, et c'est entre autres aidé par l'augmentation de vignobles à l'abandon qui sont juste laissés tels quels car ils ne sont plus rentables. Il faut évidemment parler de la main-d'œuvre agricole. Elle est littéralement traquée et chassée, et elle se raréfie avec des conséquences que cela implique. Les coûts de production, ils explosent, les systèmes de distribution implosent, se restructurent, et ça laisse de nombreux producteurs en très grande difficulté pour vendre leur vin, et même ceux qui ont des mailing lists importantes ou des magnifiques tasting rooms. Ce n'est plus suffisant. Et malheureusement, ce qui est vrai là pour la Californie, ça l'est aussi pour les autres grands états viticoles américains, avec leurs caractéristiques propres, Washington, l'Oregon, New York, Texas, les mêmes problématiques se retrouvent. Et à cela, évidemment, s'ajoute the elephant in the room, le sujet sensible, la contraction forte et qui semble inéluctable de la demande. On ne compte plus les analyses sur l'évolution des modes de consommation. Ici, la situation s'explique notamment par un mouvement général et intergénérationnel vers la sobriété et le health conscious, la préférence pour le cannabis, avec sa connotation thérapeutique et son moindre coût, et nouveau, la généralisation de la prise de sémaglutide, qui joue vraiment sur l'envie et la digestibilité de l'alcool. Moi, je vois assez régulièrement au restaurant. Il faut cependant ajouter une autre explication à cette contraction, un mouvement moins publiquement visible, mais ô combien actif. C'est le lobbying des néo-prohibitionnistes qui sont en croisade pour prendre le contrôle des politiques mondiales de santé publique et de réglementation sur l'alcool. Alors, on a déjà vu les conséquences des actions de ces mouvements de tempérance dans les recommandations de l'OMS, mais aussi dans les décisions prises au Canada ou en Irlande, ou encore durant la session de septembre des Nations Unies ici à New York, avec des discussions extrêmement débattues sur la question. Alors le vin, il est bien évidemment pris dans cette tourmente, mais pas n'importe quel vin. Ce n'est pas un vin de culture ou objet de culture, car en fait, un des travaux de SAP, un des travaux de fond de ces groupes, c'est de déculturiser le vin, si vous me permettez le néologisme. Donc ce qui est bien, la question ici dans ces discussions, c'est bien un vin dépecé de sa culture et qui au final est réduit purement et simplement à son contenu chimique et à ses molécules d'éthanol. Alors, le vin a-t-il un avenir sans culture ? La réponse, en fait, elle est déjà là sous nos yeux. Non, sans culture, le vin a peu ou pas d'avenir. Réduit au seul pragmatisme économique de la rentabilité et du profit à court terme, qui est le moteur politique quasi unique et implacable de la politique états-unienne aujourd'hui,
et qui fait nombre d'émules dans le monde, le vin ne peut rivaliser avec d'autres boissons dont la production est tout simplement plus facilement industrialisable, stabilisable, marketable, et ce à moindre coût. Alors, ce tableau peut paraître bien sombre, mais il pense, je crois, être réaliste. Et pour moi, il doit s'entendre comme une invitation non pas à réagir, mais à agir. Alors, agir lucidement, agir pragmatiquement, mais surtout agir avec un idéal. C'est pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui, à Bordeaux, cette croyance profonde, cette idée que l'humanité ne repose pas sur des rapports de domination du plus fort, mais bien sur nos cultures, uniques et diverses, qui enregistrent nos vies et nous permettent de construire des communautés résilientes, innovantes et inclusives, pour reprendre la formule de l'UNESCO. Alors donc, il faut être lucide. Alors, lucidité sur la dangerosité de l'alcool, les risques d'addiction, les conséquences sociétales. Lucide sur l'évolution de la production, du modèle agricole en général, qui s'est tourné vers plus de productivisme, mais aussi lucide sur la culture et les économies dominantes du vin, qui sont érigées en modèle depuis ces 40 dernières années, et qui nous demandent d'être lucides sur leurs limites. Alors de là, pour moi, c'est vraiment important, et l'importance est réelle, du travail de généalogie et de réflexion informée, tel que vous avez partagé aujourd'hui dans cet auditorium. D'avoir la voix d'un historien comme Olivier Jacquet ou Laure Ménétrier, celle d'un anthropologue comme Marion de Moissier, celle d'un Grenoble et responsable scientifique de la Cité du Vin comme Véronique Lemoine, je pense, sont cruciales pour éclairer les origines des problématiques actuelles et en esquissant des chemins de réponse. Parce qu'il y a une validité aux critiques adressées à une certaine culture du vin, dans son apprentissage, dans sa diffusion, dans son inclusion, dans son œcuménisme. Et donc je vois ici aujourd'hui une chance de dépasser des idées qui, pendant longtemps, ont semblé incroyablement performantes, mais qui montrent plus que jamais leurs limites. Je prendrai juste une qui me tient à cœur, la dichotomie ontologique entre nature et culture, et qui, je pense, peut être dépassée par une nouvelle approche du vin, de la viticulture, de la dégustation. Il nous faut être pragmatiques, parce que les décisions qui sont prises aujourd'hui vont avoir des impacts réels, très rapides, à long, court et moyen terme, et vraiment problématiques. Et je pense qu'on pourra les regretter amèrement si on n'agit pas rapidement. Il faut donc, pour cela, pour les contrecarrer, il faut des actions douées d'une certaine efficacité. Mais ne cherche pas, cependant, juste le résultat immédiat. En fait, cela serait retomber dans un modèle de solution isolée et de court terme. Moi, ici, je voudrais parler d'un pragmatisme non pas tourné seulement sur la performance et la résilience, mais bien plutôt une recherche de robustesse constitutive, comme le conçoit Olivier Amand, dont je pense que vous avez entendu parler, et dont je recommande chaudement les travaux, si vous ne les connaissez pas encore. C'est pour cela qu'il est vraiment important d'apprendre des gens du terrain en faisant résonner leurs expériences. Et je salue aujourd'hui la qualité et l'interdisciplinarité des tables rondes qui vont être organisées cet après-midi. Je sais qu'elles feront apparaître des solutions concrètes, durables, globales. Elles parleront de leur mise en application et elles souligneront la nécessité d'initiatives conjointes entre public et privé, qui est, à mon avis, essentielle aujourd'hui. Mais enfin et surtout, il faut continuer à croire en cet idéal que le vin est fondamentalement au cœur de la culture et même de la civilisation. Cette idée, elle est niée par des groupes toujours plus puissants et assourdissants aujourd'hui. Mais cette idée, ça doit être ce moteur qui nous permet d'avancer, de rassembler, de réaliser ce qui parfois semble impossible. Je dis idéal, mais cet idéal, en fait, moi, je le vois, je le vis au restaurant, là où je suis, là, tous les jours. Je le vois. Je le vois là autour de la table. Pour moi, c'est le désir nécessaire et naturel de se nourrir qui est satisfait, évidemment, quand les gens viennent manger ici au restaurant. Mais c'est aussi un besoin fondamentalement humain, de social et de symbolique. C'est un besoin où l'alcool et le vin sont ritualisés. Et cet alcool et ce vin ritualisé, pour moi, a joué un rôle au matin de l'humanité et encore aujourd'hui. Au matin de l'humanité, je reprendrai juste l'expression de Patrick McGovern, un très grand anthropologue qui vient juste de nous quitter et qui a développé l'hypothèse de l'homo imbibiens. Alors, ce que je vois, moi, au restaurant, c'est le pouvoir du vin. Quand le choix de la bouteille, quand l'accord avec le mets, quand le service sont délivrés avec sincérité et savoir, en écoutant nos convives,
la confiance, elle s'installe. La garde, elle s'abaisse. Et alors, ce sont vraiment des moments magiques et profonds qui se passent. Le besoin de manger et de boire est satisfait, mais bien au-delà, il est satisfait avec de la joie, avec du plaisir, avec de la curiosité, avec de l'empathie. Et c'est ça pour moi qui me touche le plus et qui m'ébahit le plus, peu importe l'origine et peu importe la culture. Le vin est vraiment transculturel. Alors, ces moments où le vin devient culture, où le vin touche, aspire, inspire, devient moteur de curiosité et de création, pour moi, ce ne sont pas seulement des moments que je vois uniquement dans mon restaurant. Je le vois via des milliers de graines qui sont semées à tous les maillons de la chaîne aujourd'hui. Je vois cet idéal incarné dans nombre de domaines où des vignerons engagés transforment leurs pratiques vers un réel développement durable. Je le vois dans les systèmes, quand ici même à Bordeaux, des idées comme les appellations d'origine durable sont développées. Je le vois dans l'enseignement, quand des nouvelles façons d'enseigner et de déguster sont proposées en France et ailleurs. Je pense notamment à l'enseignement de Nicolas Perullo à Pollenza en Italie. Je le vois ici à Bordeaux, dans cette institution, qui est une véritable invitation œcuménique à découvrir l'univers si riche et si divers des cultures du vin. Je le vois aujourd'hui, évidemment, dans cette journée d'échange, qui se terminera sur le thème des nouveaux récits et des nouveaux imaginaires, suggérant ici encore la nécessité d'avoir un idéal, une mythologie pour avancer. Alors, je vais répondre de nouveau, mais plus fermement à cette question séminale, quitte à tuer le suspense, définitivement. Le vin sans culture n'a pas de futur. Mais le futur, il ne s'écrit pas demain, il s'écrit aujourd'hui. Et pour cela, le vin doit faire partie de notre vie, de notre quotidien, avec respect et attention, pour que sa culture, ses cultures, se réinventent et réinventent l'humanité, comme cela se fait depuis que le vin est vin. C'est la tâche de chacun, à tous les maillons de la filière, dans la vigne, dans le chai, au restaurant et dans la cité. C'est à chacun de nous de le nourrir et de le diffuser comme un réseau peut se répandre. Je vous souhaite donc une très belle journée d'échange que j'aurai hâte d'écouter. Et je vous remercie vraiment de votre engagement pour ce produit magnifique et civilisationnel qu'est le vin. Merci beaucoup.